Bonsoir, bienvenue à ce webinaire organisé par Medical Professionnel consacré à l'écho-anatomie des membres inférieurs, des muscles des membres inférieurs. Et pourquoi c'est important cette écho-anatomie? Parce qu'en fait, chacun des groupes musculaires a des repères conjonctifs propres. Et comme vous savez, au niveau des lésions musculaires, les membres inférieurs sont quasiment exclusivement à l'origine de lésions d'origine conjonctive. Donc, ce sont ces repères qui vont vous aider dans l'anatomie, dans la découverte anatomique, qui seront aussi le siège de lésion. Donc, en fait, on fait d'une pierre deux coups. Alors, on va commencer par les ischio-jambiers. Et pour les ischio-jambiers, le plus important, c'est ça. C'est la position du patient. Il faut que le patient soit la tête sur le côté, ne soit pas avec son menton surélevé, les bras le long du corps. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à la partie supérieure par étudier l'insertion proximale des ischio-jambiers. Et l'insertion proximale, elle est recouverte par le muscle grand glutéal. Et si ce muscle est contracté, on ne voit rien. Tandis que s'il est détendu, vous voyez doucement, j'appuie et je vais arriver sur le versant postérolatéral de l'ischion à voir le tendon conjoint et le tendon du cilié membraneux. Et vous voyez, chez ce patient, il y a déjà des fibres musculaires du semi-tendineux qui sont également insérées sur cet ischio. Donc voilà les deux repères qu'il faut absolument découvrir pour commencer son examen à la face postéro-supérieure de cet ischion. Donc le tendon conjoint, le tendon du cilié membraneux qui vous voyez est tout d'abord en haut et latéral par rapport au tendon conjoint. Et regardez ici, qu'est-ce que vous avez juste à côté? Voilà, juste à côté, vous avez un autre élément très important qui est le nerf sciatique. Tout simplement, le nerf sciatique. Donc vous voyez la proximité entre l'insertion proximale de ces ischio-jambiers et le nerf sciatique. Et vous vous rendez compte que si vous avez une grosse calcification à cet endroit-ci, elle est tout à fait susceptible d'être à l'origine d'une sciatique. Bien entendu, vous l'avez regardé dans le plan axial, vous tournez votre sonde pour l'étudier également dans le plan sagittal. Vous avez ici votre tendon conjoint et un peu plus en latéral, votre tendon du sémimembranaire. Alors vous savez que ce tendon conjoint va donner deux insertions sur son versant médial. Vous voyez déjà ici les fibres proximales du muscle semi-tendineux et sur son versant latéral, ce sera le muscle long biceps qui va apparaître. Mais descendons d'abord un petit peu plus bas. Regardez, je descends tout doucement et en descendant, on va voir que progressivement, vous allez avoir un croisement. Pardon, je vais remonter, voilà. Vous avez ici les deux tendons, le semi-membraneux et latéral, et progressivement, il va passer en dessous du tendon conjoint pour venir se positionner à la partie médiale un peu plus distalement. Voilà, et ici, vous avez ce premier repère extrêmement important, qui est ce qu'on appelle le triangle de Michel Cohen. C'est lui qui nous a appris ça. Vous avez le tendon conjoint, les fibres musculaires du semi-tendineux, le tendon du semi-membraneux qui est venu passer en dessous du tendon conjoint et le nerf sciatique. Vous voyez, cette étoile hyperéchogène est un repère assez facile à découvrir et qui vous donne en fait toute l'anatomie au tiers supérieur du muscle. Un peu plus distalement, on va voir apparaître les fibres du long biceps. Fibres du long biceps au versant latéral, voilà, au versant latéral de ce tendon conjoint, les voici. Vous voyez, je remonte, elles disparaissent, je descends, elles apparaissent, toujours en profondeur du grand glutéal, qui, vous voyez, a bien
diminuer d'épaisseur. Donc vous avez votre tendon conjoint avec ces deux muscles. Au versant latéral, les muscles, les fibres musculaires du long biceps, et au versant médial, vous avez le muscle semi-tendineux qui est déjà très développé. Le nerf sciatique est ici. Ici, vous avez bien sûr le tendon du semi-membraneux qu'on peut également étudier dans son grand axe. Il peut être le siège de tendinopathie. Je recommence la manœuvre. Voilà. Et vous avez ici ce tendon du semi-membraneux avec en superficie le muscle semi-tendineux et en profondeur le muscle grand adducteur. Alors vous allez me dire, on voit le muscle semi-tendineux, là, on voit le muscle long biceps ici, et où est le muscle semi-membraneux? Bien entendu, il est plus en médial, mais vous voyez, il n'y a pas de muscle semi-membraneux à cet étage-là. En fait, quand on dit semi-membraneux, ça veut dire qu'il y a une membrane. Eh bien, cette membrane, elle est tendue entre le tendon et le muscle. Pour avoir le muscle, il faut descendre plus bas. Regardez, la membrane est là, et voici le muscle qui apparaît. Vous voyez beaucoup plus distalement. Beaucoup plus distalement. Et vous voyez que la pointe de ce muscle, qui a une forme de ménisque, comme disait mon ami Nicolas Sens, s'insère vraiment à l'extrémité de cette membrane. Et plus je descends, plus le muscle va grandir, et plus cette membrane, située entre le tendon et la jonction myotonieuse, va diminuer de taille. Voilà, regardez, je vais tout doucement, le muscle grandit, le tendon est là, et progressivement, cette membrane va diminuer de taille. Voilà, pour en arriver, je reprends un peu de sauce, voilà. Et regardez ici, vous avez le tendon et la jonction myotendineuse, hein, avec disparition de cette membrane. Et vous voyez que le muscle s'est nettement développé à ce niveau. Mais regardez, regardez où je suis. Je suis au tiers moyen de la cuisse. Je suis au tiers moyen de la cuisse. Donc en fait, au niveau du tiers supérieur de la cuisse, nous avons 4 repères conjonctifs, outre bien sûr les insertions proximales. Nous avons ce triangle avec ces 3 éléments hyperéchogènes, le tendon conjoint, le tendon du semi-membraneux et le nerf sciatique. Et puis plus médialement, nous avons le quatrième repère qui est la membrane entre le tendon du semi-membraneux et le muscle qui va apparaître plus distalement. Voilà 4 repères au tiers supérieur de la cuisse. Maintenant, au tiers moyen, vous avez le repère le plus simple. En fait, on peut le faire presque en braille. Vous voyez, je plaque ma sonde au tiers moyen de la cuisse, je dégèle, et je vais faire un mouvement d'ascension. Voilà, regardez. Je fais ce mouvement de haut en bas, et j'ai ce repère extrêmement important qui est cette voile qui vient diviser une structure musculaire en deux et qui vient traverser mon écran. Oui, il suffit de faire ce petit mouvement-là. Eh bien, vous savez que cette voile, c'est la cloison sigmoïde du semi-tendineux, et donc vous êtes certain à 100%, grâce à ce repère conjonctif, qui peut être le siège de lésion, que vous êtes au niveau du semi-tendineux. Voilà, vous plaquez votre sonde, voilà, hop, il est là. Vous retrouvez votre voile. Donc vous savez qu'au versant médial, vous êtes dans le semi-membraneux, qu'au versant latéral, vous êtes dans le long biceps. Et vous voyez qu'au tiers moyen, vous avez grosso modo des muscles de la même taille, long biceps, semi-tendineux et semi-membraneux. Donc, repère absolument capital au tiers moyen de la cuisse, cette cloison sigmoïde du semi-tendineux. Mais il n'y a pas que ça. Regardez, reprenons le muscle semi-membraneux. Eh bien, dans ce muscle semi-membraneux, vous avez ici le démarrage
d'une cloison conjonctive frontale. Cloison conjonctive frontale qui est le siège de nombreuses lésions, et donc on va l'analyser comme ça dans le plan axial, mais aussi dans le plan sagittal. Regardez la voici, avec l'insertion bipénée des fibres, et elle descend très bas, et cette cloison est le siège de nombreuses lésions au tiers moyen de la cuisse. Et en latéral, vous me direz, eh bien c'est pareil. C'est pareil en latéral, regardez, on a ici le tendon conjoint, le long biceps est là, je descends tout doucement, et à l'extrémité du tendon conjoint, je vais voir apparaître également une cloison frontale au sein de ce muscle long biceps. Même chose, je tourne ma sonde et je vois les insertions bipénées au niveau de cette cloison, prolongeant l'extrémité distale du tendon conjoint. Donc on a déjà vu 3 repères au niveau de ce tiers moyen de la cuisse, la cloison sigmoïde, la cloison frontale du semi-membraneux, la cloison frontale du long biceps, mais il y en a une quatrième. Le quatrième repère, regardez, il va apparaître dans la cloison qui sépare les ischio-jambiers du vaste latéral. Je descends tout doucement et vous voyez qu'au sein de cette cloison, vous avez une structure musculaire qui apparaît, et cette structure musculaire, c'est bien entendu le courbiceps. Le courbiceps, et regardez, vous avez un autre élément de repère, je recommence, voilà, le courbiceps est là, et vous avez un élément de repère à la partie distale de la cloison qui sépare le long biceps du courbiceps, c'est le nerf sciatique. Le nerf sciatique se situe exactement à l'extrémité distale de cette cloison. Et regardez cette cloison conjonctive entre le long biceps et le court biceps, c'est exactement comme ce qu'on va voir après au niveau du mollet entre un gastrocnémien médial et un solaire. Ce sont le muscle long biceps vient s'insérer sur le fascia périphérique du court biceps, qui est le muscle, si vous voulez, sur lequel vient s'attacher le long biceps. Et vous avez ici cette structure conjonctive en T extrêmement importante, car elle est le siège d'un nombre important, nombreux de lésions chez le footballeur. Regardez, on l'étudie dans le plan axial. Je tourne ma sonde de 90 degrés pour l'étudier également dans le plan sagittal. Et regardez, on a vraiment l'impression qu'on est en présence d'un gastrocnémien médial et d'un solaire. En fait, c'est le long biceps dont les deux parois viennent s'accrocher sur le fascia postérieur de ce court biceps. Donc, 4 repères au tiers moyen de la cuisse, la cloison sigmoïde du semi-tendineux, les cloisons frontales du semi-membraneux et du long biceps, et l'apparition du long biceps. Ensuite, on va descendre au tiers distal, et au niveau de ce tiers distal, il y a un élément très important, c'est la jonction myotendineuse de ce semi-tendineux. Voilà, hop, oui, il est là, bien sûr, j'ai ma voile, c'est le semi-tendineux. Eh bien, regardez, je descends, voilà le semi-tendineux, et vous voyez, il devient de plus en plus petit, et vous voyez très bien ici le prolongement de son tendon à la partie inférieure de ce muscle. Et regardez, on a l'impression qu'on a ici une cerise sur le gâteau. C'est Gérard Morvan qui avait trouvé ça lorsqu'on a démembré tout ça. Je remonte un tout petit peu, je tourne ma sonde de 90 degrés pour bien vous montrer le prolongement de ce tendon du semi-tendineux au sein de la partie distale du muscle. Et puis après, regardez, vous avez le tendon du semi-tendineux, voilà, qui vient tapisser le muscle semi-membraneux. Tendon du semi-tendineux, muscle semi-membraneux. Je descends encore un petit peu. Voici ce prolongement tendineux qui est le siège de nombreuses lésions.
je descends et j'arrive où ça? Mais regardez, j'arrive au condyle interne. Je tourne ma sonde de 90 degrés et j'ai ici la jonction myotendineuse du semi-membraneux tapissée par le tendon du semi-tendineux. Voilà. Et en latéral, vous avez votre courbiceps qui présente progressivement un épaississement de son versant superficiel. Et voilà, je tourne ma sonde et j'ai la jonction myotendineuse de ce tendon bicipital qui, comme vous le savez, va s'insérer sur la tête de la fibula, mais également, je vous le rappelle, sur le plateau tibial. Il y a une double insertion et c'est important. Et bien voilà, vous connaissez les différents repères conjonctifs. Au tiers supérieur, le triangle avec le tendon conjoint, le tendon du semi-membraneux et le nerf sciatique. Vous avez également au tiers supérieur la membrane entre le tendon du semi-membraneux et sa jonction myotendineuse. Au tiers moyen, la cloison sigmoïde du semi-tendineux qui sert de voile, la cloison frontale du semi-membraneux, la cloison frontale du long biceps et l'apparition du court biceps. Et au tiers inférieur, on a la cerise sur le gâteau, voilà, de notre ami Morvan avec le tendon du semi-tendineux et le muscle semi-membraneux. Voilà, avec ces repères conjonctifs, vous avez vraiment tous les éléments qui vous permettent de vous y repérer, mais aussi vous avez le siège de l'immense majorité de vos lésions des membres inférieurs qui siègent quasiment toutes au niveau de ce squelette conjonctif. On va descendre un petit peu maintenant et on va passer au niveau du mollet. Au niveau du mollet, je pense la chose la plus importante est de vous montrer que l'extrémité du gastrocnémien médial, regardez-le, je le suis. Vous voyez ce muscle, il est là. Eh bien, regardez la position de ma sonde. La sonde, elle n'est pas postérieure, elle est médiale. Voilà. Et regardez, c'est ici que se termine le gastrocnémien médial. Je vais tourner ma sonde de 90 degrés. Voilà. Le voilà. Vous voyez l'extrémité du gastrocnémien médial qui se situe vraiment, je vais agrandir un peu l'image, qui se situe vraiment au versant médial de l'union du tiers moyen et du tiers inférieur de ce mollet. C'est important, pourquoi? Parce que on parle toujours de tennis leg, tennis leg, tennis leg. En fait, qu'est-ce que c'est que le tennis leg? Le tennis leg, c'est pas une désinsertion du muscle. Le tennis leg, c'est une rupture conjonctive du fascia distal du gastrocnémien médial. Et 9 fois sur 10, la rupture, elle siège ici, au fascia antérieur, dans le plan longitudinal, mais aussi dans le plan axial. Donc en descendant au versant médial du muscle, voilà, eh bien vous allez voir une rupture de ce fascia antérieur. Et regardez ce que vous avez entre le fascia postérieur du solaire et le fascia antérieur du gastrocnémien médial. Vous avez un autre tendon, qui est le tendon du plantaire. Et ce tendon du plantaire, il est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une rupture ici, vous aurez une cicatrice. Eh bien, cette cicatrice, elle peut soit toucher et adhérer au tendon du plantaire, mais aussi englober le tendon du plantaire. Et à ce moment-là, bien entendu, le patient vous dira: Doc, j'ai mal là, au sein des insertions, mais j'ai une douleur qui va jusqu'au versant latéral du creux poplité. Pourquoi? Parce que regardez, le muscle plantaire, il est là. Au niveau du versant latéral du creux poplité, vous avez le gastrocnémien latéral, gastrocnémien médial bien sûr, mais ça, c'est le muscle plantaire. C'est le muscle plantaire, donc il est logique que le patient vous décrive une douleur allant de la partie latérale du creux poplité jusqu'au siège de la cicatrice. Donc,
vous avez des zones cicatricielles consécutives à la rupture de ce fascia antérieur, qui est la ligne blanche que vous avez là. Dans 90% des cas, le tennis leg siège exactement là. C'est Follinet qui nous a appris ça, à la partie distale du fascia antérieur du gastrocnémien médial. De temps en temps, la lésion peut être ici, de temps en temps, elle peut être ici, souvent en association avec une lésion antérieure, et dans ce cas-là, vous aurez une ascension du muscle, et de temps en temps, la lésion siégera au niveau du fascia postérieur du solaire, soit ici, soit ici. Et vous voyez bien qu'exactement comme le long biceps et le court biceps, vous avez cette insertion du gastrocnémien médial qui est une insertion conjonctive. Vous avez les deux fascias se rejoignent pour former cette ligne-ci, qui correspond d'ailleurs aux fibres postérieures du tendon d'Achille. Et regardez, s'il vient s'insérer sur le fascia postérieur du solaire. Et vous allez me dire, et cette ligne noire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette ligne noire, c'est également du tissu conjonctif. C'est du tissu conjonctif lâche qui se trouve entre les deux muscles et qui leur permet de glisser l'un sur l'autre. Parce que le solaire est un muscle monoarticulaire et le gastrocnémien est un muscle biarticulaire avec des fibres rapides. Donc, ces muscles sont en perpétuel mouvement les uns par rapport aux autres et il faut du tissu conjonctif très lâche entre les deux pour leur permettre de glisser l'un sur l'autre. Et donc, au niveau de ce tissu conjonctif, vous pouvez avoir une autre lésion, c'est le décollement. C'est le décollement entre les deux muscles. Ce décollement va donner quoi? Eh bien, va vous donner un placard cicatriciel entre le gastrocnémien médial et le solaire, et ce placard peut englober le plantaire. Et donc, vous être à l'origine de douleurs chroniques. D'autre part, lorsque vous avez une lésion de la partie distale de ce fascia antérieur, si la lésion est suffisamment importante et large et entraîne un saignement suffisant, elle peut entraîner un décollement entre les deux fascias à l'origine d'un hématome. Hématome souvent très important qu'il va falloir ponctionner systématiquement. Pourquoi? Parce que si vous ne le ponctionnez pas, vous aurez entre les deux muscles, et ça se verra très bien dans le plan axial, vous aurez entre ces deux muscles un espèce de cicatriciel, cordon cicatriciel qui peut remonter jusqu'au niveau du creux poplité. Donc, ponctionnez les hématomes, mais si vous les ponctionnez, n'hésitez pas à faire un strap secondaire pour éviter qu'ils ne récidivent trop fréquemment. Et ça, c'est très important. C'est pour ça, quel est le traitement de ce tennis leg? C'est la ponction avec la compression. Et c'est pour ça que, personnellement, je prescris toujours un bas de contention numéro 2, avec bien entendu le traitement principal, qui est la surélévation des talons. Regardez, lorsque vous surélevez les talons, vous mettez ce muscle au repos. Lorsque le tendon est à plat, le muscle est tendu. Donc, chez les femmes, des hauts talons, chez les hommes, des talonnettes. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba pour soigner ce type de blessure. Alors, plus profondément, on aura un muscle, je n'ai pas parlé du vaste latéral, le gastrocnémien latéral, Le gastrocnémien latéral, bien entendu, les lésions sont plus rares, mais vous pouvez également avoir des zones de décollement entre ce gastrocnémien latéral et le solaire. Et maintenant, on en arrive à ce solaire. Il a très mauvaise réputation. En échographie, on dit toujours, on loupe les lésions du solaire en échographie. C'est complètement faux. Mais pour ça, il faut les étudier correctement. Et la meilleure manière, c'est de mettre la pointe du pied sur la table. Et dans cette position, vous avez donc votre gastrocnémien médial qui est là, le latéral est là, le solaire est là, où on va plus en profondeur. Et qu'est-ce qu'on va rechercher?
Eh bien, on va rechercher les cloisons conjonctives de ce muscle solaire. Cette cloison postérieure, cette cloison médiale et cette cloison latérale. Vous voyez que chez ce patient, la cloison médiale est nettement plus développée que la cloison latérale. C'est au niveau de ces cloisons, voire de temps en temps de cloisons conjonctives secondaires, que siègent les lésions du solaire. Et donc non seulement il faut les regarder dans le plan axial, comme ça, voilà, mais aussi, on va prendre celle-ci, il faut tourner votre sonde de 90 degrés pour l'étudier également dans son plan longitudinal. Et c'est en les étudiant dans les deux plans de l'espace que vous verrez les ruptures conjonctives de ces cloisons à l'origine de l'immense majorité des lésions de ce muscle solaire. Ensuite, plus en profondeur, on aura les muscles fléchisseurs. Ici, vous avez la corticale du tibia. Ici, vous avez la fibula. Et là, vous avez les deux paquets vasculo-nerveux, hein, qui peuvent être à l'origine de thromboses. Thromboses qui peuvent également siéger au sein des muscles solaires et surtout gastrocnémiens. Et je vous rappelle, hein, que ces thromboses surviennent en général vers le 5e jour et que le patient vous dira toujours la même chose. Donc, j'ai l'impression que ma douleur s'est modifiée de place, a changé de place. Et nous, qu'est-ce qu'on va voir? À la place d'avoir des petites structures vasculaires bien pulsatiles, hein, en particulier au Doppler, voilà, eh bien, vous aurez à la place un cordon veineux sans vascularisation et surtout sans compression au Doppler. Donc, je pense qu'il faut systématiquement rechercher ces atteintes vasculaires en cas de douleur chronique de ce mollet. Voilà, dernière petite chose que je voulais vous montrer. Vous avez ici, au niveau du creux poplité, hein, une possibilité de bride, bien sûr, entre l'artère et la veine, hein, d'artère poplitée piégée. Pour ça, il faut légèrement fléchir le membre inférieur pour bien distendre la veine. Voilà. Et bien voir qu'il n'y a pas de bride anormale entre l'artère et la veine, mais aussi, vous repérez bien l'artère. Regardez ici, l'artère est au contact, hein, du condyle externe, le muscle gastrocnémien médial est fort développé, et donc dans ces cas-là, si le patient, je dis bien, a une douleur chronique du mollet qui survient à l'effort, faites-lui faire une flexion plantaire contrariée, vous lui demandez de pousser contre ma main, voilà, voilà, et regardez, chez lui, l'artère, elle diminue un tout petit peu de calibre. Alors, je peux vous dire qu'il pousse comme une brute, hein, mais l'artère diminue à peine, mais vous voyez encore que l'artère est parfaitement perméable. Hein, c'est un test très important parce que les compressions vasculaires par un muscle gastrocnémien médial, gastrocnémien latéral ou plantaire, hein, sont vraiment une cause fréquente, hein, de douleurs chroniques du mollet survenant à l'effort. Voilà, eh bien je pense qu'on a bien progressé, hein, dans ces repères conjonctifs au niveau des membres inférieurs. On va faire une petite pause de 2 minutes pour regarder les questions, répondre à vos questions, hein, vous les avez dans l'onglet, hein, questions-réponses. Et puis ensuite, nous étudierons le versant antérieur et antéromédial avec l'anatomie du quadriceps et celle des muscles adducteurs. Rendez-vous dans 2 minutes.
Une seule question a été posée, mais elle est très intéressante. Elle demande que je remontre le tendon du plantaire. Alors, le tendon du plantaire, vous voyez, je le fais ici, hein, au versant médial. Et regardez, moi, c'est vraiment comme ça que je vais le rechercher. Même pour le voir plus haut, plus bas, je pars de là. Je pars de cette petite lame hypoécogène que vous voyez dans 97% des cas entre le gastrocnémien médial distal et le solaire. C'est là que vous le voyez mieux. Et vous voyez, on va descendre un petit peu. Je vais lui baisser un tout petit peu sa chaussette. Voilà. Regardez. On va descendre. Je le repère de nouveau. Le voilà. Alors, vous savez que certains descendent bas, d'autres descendent moins, s'arrêtent plus haut. Bon, on va voir ici. Vous voyez, voilà. Là. Il est là. Vous voyez qu'il a grossi un petit peu là. Hop. Et il s'est fusionné ici. Voilà, je le perds ici. Là, vous voyez le début du tendon d'Achille, le solaire distal, et vous voyez que son tendon du plantaire est au versant médial, hein, de ce tendon d'Achille à cet endroit-là, mais chez lui, il ne descend pas plus bas. Il ne descend pas plus bas que la jonction myotendineuse de ce tendon d'Achille. Voilà, je remonte et il est là. Voilà. Bon, eh bien maintenant, on va remonter d'un étage, on va revenir à la cuisse, on va revenir aux adducteurs. Souvent, on entend dire « Oh, les adducteurs, c'est une anatomie extrêmement difficile. » C'est totalement faux. Ah, c'est totalement faux. Regardez, il suffit de regarder une chose. Il suffit de mettre le patient en légère rotation externe et vous voyez ici un relief. Un relief. Eh bien, on met la sonde sur le relief. Voilà, hop. Et qu'est-ce que c'est que ce relief? Je mets un peu voir. Voilà. Et ce relief correspond à cette lame frontale qui siège, vous voyez ici, un tiers, deux tiers du muscle long adducteur. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on a tout. On a tout. On a tous les repères sont présents. Parce que regardez, je vais descendre un peu plus en profondeur, voilà. Et je sais très bien que les trois adducteurs sont superposés. Le long avec sa membrane, le court et le grand. Et le grand est le seul qu'on va retrouver au tiers distal de la cuisse et même au tiers moyen. Regardez le long, il va s'insérer. Voilà, ici, il a une petite cicatrice, regardez. Certainement séquelle d'un match de foot dans l'adolescence. Regardez-moi ça. Pas une cicatrice là, mais le plus souvent, hein, les lésions sont dans cette cloison frontale. Hein. C'est pour ça que c'est un repère très important. Et regardez, voilà le long adducteur. Et voilà, au tiers moyen de la cuisse, le long adducteur disparaît. Je tourne ma sonde et il va s'insérer sur la ligne âpre, en dessous de l'insertion du court adducteur et de celle du pectiné. Bon, donc on a vu qu'on avait l'empilement des adducteurs. Il y a un muscle ici, en médial, qui est très important, c'est le gracile. Le gracile est un muscle qui s'attache sur le tendon du long adducteur en proximal et qui va jusqu'au niveau de la patte doigt ici. En fait, il tapisse tout le versant médial de la cuisse. C'est le muscle, ce gracile, c'est le muscle de la danseuse. Une femme, hein, qui a des difficultés d'abduction, qui fait de la danse et qui a mal au versant médial de la cuisse, dans ce trajet-ci, eh bien, c'est toujours quasiment une douleur du gracile. Et regardez, ce gracile, on va l'agrandir. C'est une toute fine lame, à peine 1 centimètre. Mais il génère des ennuis absolument importants. Absolument importants. Et vous retrouverez parfois de toutes petites zones cicatricielles. Au sein de ce gracile. Je m'excuse, je l'ai perdu. Je recommence. Hop. Voilà. Ici, je sais que je suis sur la cloison frontale. Toc. Donc, je sais que le gracile est là. Voilà. Et vous trouverez des petites zones cicatricielles, hein, de quelques millimètres dans le plan axial et dans le plan sagittal, bien sûr.
et qui donneront vraiment des ennuis et des troubles fonctionnels très importants chez ces femmes qui font de la danse, mais aussi parfois d'autres sports. Revenons à notre cloison frontale. Cette cloison frontale, elle est très importante parce qu'en fait, elle prolonge quoi? Eh bien, je vais tourner ma sonde de 90 degrés, regardez, voilà, la cloison est là, je tourne ma sonde pour bien l'étudier. Elle est le siège de lésions conjonctives très fréquentes, en particulier chez les footballeurs. Et regardez, je vais remonter le long de cette cloison, je vais remonter le long de cette cloison, et en fait, elle se prolonge par le tendon du long adducteur. Tendon du long adducteur qui vient passer devant la symphyse pubienne pour rejoindre le tendon du droit de l'abdomen. Et vous voyez qu'il n'y a qu'un seul tendon proximal des adducteurs, c'est le tendon du long adducteur. Toutes les autres insertions sont des insertions myo-osseuses au niveau des branches pubiennes. Mais ce tendon du long adducteur est bien sûr extrêmement important, en particulier dans les pubalgies. Mais je vous rappelle une chose, c'est que dans la pubalgie, il n'y a pas que les adducteurs à étudier. Et lorsqu'on vous demande une étude des adducteurs, allez voir aussi les orifices herniaires, car c'est la faiblesse de la paroi abdominale et l'élargissement des orifices herniaires qui est souvent à l'origine de la lésion des adducteurs. Et donc, si vous soignez les adducteurs, vous soignez la conséquence, mais vous ne soignez pas la cause. Autre muscle important, le sartorius. Alors, le sartorius, regardez, on va le faire en braille, comme le semi-tendineux tout à l'heure. Je mets ma sonde ici, au tiers moyen de la cuisse, et voilà. Et qu'est-ce que je vois? Je vois l'artère. Je vois l'artère fémorale. Eh bien, le muscle triangulaire en superficie de l'artère fémorale, c'est le sartorius. Donc, vous savez que le sartorius, il s'insère en proximal sur l'épine iliaque antéro-supérieure, en distal sur la patte doigt. Donc, c'est un ruban qui vient cravater la face antérieure de la cuisse. On sait qu'il est là, en superficie de l'artère. Et puis, un autre repère conjonctif très intéressant, enfin musculaire, plutôt dans ce cas-ci très intéressant, c'est qu'au tiers distal, vous avez le sartorius, il est toujours à la face antérieure du gracile. Donc le gracile, il est facile à voir. Donc si vous hésitez, voilà le gracile et voilà le sartorius devant. Toujours avec le petit nerf qui passe entre les deux. Toujours cette disposition anatomique qui vous facilite la vie. Et dernier repère de ce GPS, gracile pectiné sartorius, c'est le pectiné. Et pour voir le pectiné, eh bien, il faut se positionner dans le plan des vaisseaux. Vous avez les vaisseaux, et en dessous des vaisseaux, vous avez un muscle. Et vous voyez que ce muscle, il s'insère sur le pubis. Eh bien, ça, c'est le pectiné. C'est le pectiné que vous retrouvez dans les deux plans de l'espace, bien entendu. C'est le pectiné. Bon, comme ça, vous voyez, au niveau des adducteurs, on a vraiment des repères très simples qui sont d'une part cette voussure au versant médial, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Parce que la majorité des lésions siègent au niveau de cette cloison frontale qu'il faut toujours étudier de façon bilatérale, parce que parfois, mais regardez chez lui, regardez, vous avez d'une part cette petite cicatrice ici, mais on peut également se demander si cette cloison n'est pas un peu plus irrégulière d'un côté que de l'autre, mais tout dépend bien sûr de la clinique. Bon, il nous reste un muscle important qui est le quadriceps. Je ne vous apprends rien en vous disant que le quadriceps, c'est 4 muscles, le droit fémoral, le vaste latéral et le vaste médial, mais ça, c'est facile. Droit fémoral, vaste intermédiaire, fémur, vaste latéral et le vaste médial est bien entendu ici. Mais ce qui est important, c'est de bien repérer le droit fémoral. Pourquoi? Parce que la majorité des lésions intrinsèques de la cuisse à la face antérieure
siège au sein de ce droit fémoral. Et regardez, dans ce droit fémoral, vous avez un élément très important qui est cette cloison sagittale. Cloison sagittale, et regardez jusqu'où elle va. Regardez, je descends, je descends, je descends, hop là. Vous l'avez vu disparaître? On l'a vu dans le plan axial, on va maintenant la voir dans le plan longitudinal. Je tourne ma sonde de 90 degrés, et la voilà. Et la voilà. Voilà cette cloison sagittale qui descend, vous voyez, extrêmement bas. Et chez les enfants, ils ont tendance à avoir des lésions qui atteignent plutôt la partie distale de cette cloison sagittale. Chez les adultes, ce sera vraiment en général au tiers moyen ou au tiers proximal qu'on aura les lésions. Alors, à quoi correspond cette cloison sagittale? En fait, la cloison sagittale, elle va prolonger le tendon indirect de ce muscle droit fémoral. Parce que vous savez tous qu'il y a un tendon direct qui s'insère ici, c'est le petit chapeau, qui vient tapisser l'épine iliaque antéro-inférieure. Là, vous avez la coupe avec le psoas et son tendon. Mais si je descends un petit peu et que je vais mettre ma sonde sur le côté, eh bien, je repère le deuxième tendon de ce droit fémoral, qui est le tendon indirect. Et vous voyez que ce tendon indirect passe sous le tendon direct et sa jonction myotendineuse. Et il s'insère où ça? Il s'insère sur le versant latéral du cotyle. Eh bien, ce tendon indirect, si on le prolonge, voilà, eh bien, c'est lui qui va former la racine de cette cloison sagittale que l'on retrouve jusqu'à la partie distale du muscle. Et quand on regarde cette cloison sagittale et qu'on met sa sonde dans le plan longitudinal, on se rend compte qu'en fait, vous avez des insertions bipénées de part et d'autre de cette cloison sagittale. Cette cloison sagittale, c'est le squelette conjonctif de ce muscle droit fémoral. Et on a deux tendons en proximal, puisqu'on a le tendon indirect et le tendon direct. Je recommence. Tendon direct ici, c'est le petit chapeau sur l'épine iliaque. Je tourne ma sonde, le voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, regardez, ce tendon direct, lui, il va se terminer en épaississant la paroi antérieure du muscle. Donc, vous avez, d'une part, un tendon indirect qui va former la cloison sagittale, et d'autre part, un tendon direct qui va épaissir le fascia antérieur du muscle. Mais est-ce que vous trouvez normal d'avoir deux tendons? Pourquoi est-ce qu'il y a deux tendons? Mais parce qu'il y a deux muscles. En fait, au niveau de ce droit fémoral, vous avez deux muscles. Vous avez un muscle central qui entoure la cloison sagittale et un muscle périphérique qui vient entourer le premier. C'est comme un cône qui descend dans son réceptacle. Et ce cône, ce muscle central, est autour de la cloison sagittale. Et donc, de temps en temps, vous aurez ici des zones hyperéchogènes à contour flou. Eh bien, ce seront des ébauches de désinsertion entre ces deux muscles. Et de temps en temps, vous aurez même des petites lames de liquide entre les deux muscles. Et de temps en temps, mais c'est rare, d'accord, vous aurez ces deux muscles qui se séparent l'un de l'autre. En particulier, lorsque vous avez un remaniement cicatriciel de cette cloison sagittale. Parce qu'on dit toujours, je vais étudier la zone douloureuse. Dans un muscle, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une cicatrice dans un muscle, il est plus susceptible de faire une autre lésion. Donc un muscle, il faut l'étudier de haut en bas. Et croyez-moi, je m'occupe de footballeurs. Et quand on regarde les droits fémoraux de ces footballeurs, eh bien, je peux vous dire que vous avez parfois
des lésions cicatricielles très importantes, hein, et qui expliquent pourquoi, hein, vous avez des lésions plus distales, par exemple à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que la fonction du muscle n'est plus la même, parce que l'élasticité du muscle n'est plus la même. C'est pour ça qu'il faut faire une étude de tout un massif musculaire et de bien regarder tous ces éléments conjonctifs qui sont le squelette conjonctif du muscle. Et on va terminer par un dernier point, c'est que je vais demander à monsieur de mettre, voilà, son genou comme ça, et on va étudier un tendon qu'en général, il n'est pas réputé pour être facile à voir en échographie. Et pourtant, regardez, dans cette position-là, vous allez simplement rechercher le col fémoral. Alors, vous avez la tête. Puisqu'on a la tête, on va être un peu plus profond. Voilà. Vous avez très bien la tête est par là. Le col fémoral est ici. Donc ici, je vais trouver le petit trochanter. Eh bien voilà, le petit trochanter. Non, je l'ai perdu, pardon. Où est-ce que je le trouve? Le voilà. Voilà le petit trochanter. Et vous alignez un petit peu votre sonde et vous repérez parfaitement l'insertion du tendon du psoas sur le petit trochanter. Eh bien, je peux vous dire que depuis que je fais cette coupe, je me rends compte que beaucoup de douleurs inguinales sont d'origine psoas, et en particulier en raison de calcifications qui siègent au niveau de l'insertion distale de ce tendon du psoas sur le petit trochanter. Voilà, on va voir un petit peu les questions que vous avez concernant les muscles de ce versant antérieur et antérolatéral, mais je vous rappelle que pour les adducteurs, ce qui est important, c'est de voir ce relief avec la cloison frontale du long adducteur, et pour le droit fémoral, c'est de savoir qu'en fait, il y a deux muscles, un muscle central et un muscle périphérique, et que ces deux muscles peuvent se séparer même l'un par rapport à l'autre. Et ne parlez par pitié, ne parlez pas d'image en bulbe d'oignon, hein, c'est complètement bidon, hein, ça n'existe pas, ce sont des simples cicatrices à la jonction entre les deux muscles. Voilà, je vais regarder les questions pour savoir si je peux y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, merci, merci. Nous parlons donc de lésions conjonctives lorsque les lésions touchent. Ah oui, d'accord. Bon, c'est sur la classification, puisque excellente question. Donc, il est bien évident qu'on parle de lésions conjonctives lorsque c'est le squelette conjonctif du muscle qui est atteint. Et au niveau des membres inférieurs, c'est la majorité des muscles. Et en particulier, bien sûr, hein, ben voilà, ici on va prendre ici le long adducteur. 9 fois sur 10, vous aurez une lésion ici. Mais par contre, c'est ces lésions qu'on appelle les lésions conjonctives C. Par contre, vous pouvez également, en particulier au niveau des ischio-jambiers, avoir des lésions à la jonction entre le squelette et le muscle. Ça, c'est les lésions que Garrett nous avait appris. Eh bien, ça sont les lésions M, bien sûr. Ici, vous pouvez avoir cette cloison qui reste normale, mais le muscle qui se détache au niveau de cette cloison. Ou ici, en périphérie du muscle, vous pouvez avoir, voilà, l'enveloppe conjonctive du muscle qui est normale, mais le muscle périphérique, hein, qui se détache, jonction entre le squelette et le conjonctif, pardon, entre le squelette et le muscle, c'est une lésion M. Et de temps en temps, mais c'est rarissime, au niveau des membres inférieurs, vous aurez des lésions au sein du muscle lui-même, au sein du muscle lui-même, c'est extrêmement rare, et à ce moment-là, on parlera également, bien sûr, de lésions M. Il y a une énorme différence entre les muscles des membres et les muscles de la paroi thoraco-abdominale. C'est simple. Lorsque vous allez chez le boucher, vous achetez de l'entrecôte. Entrecôte. Vous prenez votre couteau, vous la coupez comme ça. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de squelette conjonctif à l'intérieur. Tandis qu'au niveau du jarret, hein, au niveau du jarret, quand vous en mangez, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qui restent dans les dents.
Eh bien, c'est ça le squelette conjonctif. Et c'est là que siège la majorité des lésions du membre inférieur. Voilà, j'espère je vous ai fait un peu progresser dans la connaissance des différents repères conjonctifs de ces muscles et de cette anatomie. Je vous souhaite une bonne soirée, mais attention, si ça vous intéresse, n'oubliez pas que Médical Professionnel organise une session consacrée aux membres inférieurs et aux membres supérieurs du 4 au 7 novembre de cette année. Si vous êtes passionné par l'échographie musculo-squelettique, eh bien, n'hésitez pas à venir. Je pense que on pourra vraiment travailler ensemble. On aura des machines à disposition et donc vous pourrez vous entraîner sur machine après les cours, ce qui, je pense, est assez rare pour être mentionné. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt, j'espère.